Comment est née l'analyse économique du droit? Nous l'avons vu précédemment, les économistes classiques procédaient déjà à l'étude des conséquences économiques des règles de droit. Mais la matière a grandement évolué afin d'acquérir dès les années 60 une indépendance et une méthodologie propre aux États-Unis. Deux temps sont alors à distinguer. Jusqu'aux années 60, l'analyse économique du droit s'est confondue avec l'économie politique en raison même de la conception du droit, soit un ensemble de règles et de sanctions qui ont des conséquences économiques. Jusque-là, la législation, la réglementation, l'appareil judiciaire, les modes d'application et de respect du droit sont perçus comme ayant des conséquences sur le comportement des individus et sur le fonctionnement et les performances du marché. Le droit influence donc le cadre social, en ce sens que l'individu, présumé rationnel, se comporte et poursuit ses propres objectifs économiques sous la contrainte de la règle de droit. Pourquoi étudier les conséquences de la règle de droit dans ce cas-là? Simplement parce que celle-ci ne contrôle pas directement le comportement des citoyens, mais seulement les conséquences de leurs actions. Par principe, les sujets de droit restent libres d'agir et réagir aux règles et non forcément en fonction du sens souhaité par le législateur. Comme l'écrit Adam Smith, sur le grand échiquier de la société humaine, chaque pièce a son propre principe de mouvement, tout à fait différent de celui dont le législateur pourrait vouloir l'imprégner. Autrement dit, jusqu'aux années 60, l'analyse économique du droit se borne à étudier les conséquences de la règle de droit et de ses modifications sur le comportement individuel, sur l'économie en général. L'économiste pouvait donc prétendre à la compréhension de l'économique en fonction du cadre juridique et pouvait, en conséquence, critiquer la règle, prédire ses effets grâce à l'histoire de la pensée et des faits économiques ou à l'aide de la théorie économique. De fait, l'analyse économique du droit, sous cette forme primaire, appelait déjà à la complémentarité du droit et de l'économie, les juristes ayant pour habitude d'analyser la règle de droit non pas au regard de ses effets économiques, mais de la structure interne du droit, c'est-à-dire de la jurisprudence, de la doctrine et de l'esprit des lois. Dans cette optique, le législateur est donc présent seulement pour produire un droit prévenant et régulant les conflits entre individus, mais également influençant les incitations productives et les capacités d'agir. Les exemples les plus connus sont bien évidemment l'analyse économique de la fiscalité, du salaire minimum, de l'assistance aux pauvres, de la concurrence et du monopole, ou encore du libre-échange et du protectionnisme. L'analyse économique du droit, jusque dans les années 60, se confond donc avec l'économie politique parce qu'elle est une composante de l'économie du politique, c'est-à-dire l'économie des règles mises en place par le politique, sans formalisation mathématique, ni même méthodologie propre. Mais avec Richard Posner, cette confusion avec l'économie politique va disparaître. En s'autonomisant, l'analyse économique du droit va devenir néoclassique. Son langage se veut mathématisé, la théorie est confrontée à la pratique et ses frontières s'élargissent. On ne se borne plus à étudier les conséquences de la règle de droit sur le comportement individuel, mais bien au-delà, on va s'intéresser aux institutions juridiques, aux juges, aux doctrines, à la jurisprudence, bref, au droit entendu de façon extensive. N'est plus seulement étudier l'individu comme sujet du droit, ni même les conséquences de la règle sur ce dernier, mais le droit en général par le biais de la méthodologie économique. L'objectif de l'analyse économique du droit contemporaine est dès lors, pour Lévis-Karnhauser, premièrement d'analyser l'influence de la règle de droit ou de l'institution juridique sur le comportement individuel, deuxièmement d'expliquer pourquoi une règle ou une institution juridique décline ou perdure, troisièmement de permettre de calibrer la règle ou l'institution juridique à des fins particulières, quatrièmement d'évaluer la règle ou l'institution juridique, et cinquièmement de permettre d'interpréter une doctrine juridique spécifique. De fait, Richard Posner n'a fait que s'inscrire dans la révolution méthodologique opérée par Gary Becker. L'économiste va appliquer les outils microéconomiques aux domaines situés en dehors du monde marchand. Les discriminations, la criminalité, le couple, la famille, etc. À l'université de Chicago, Ronald Coase, prix Nobel d'économie 91, va s'intéresser aux problèmes du coût social, tandis qu'Harold Demsetz, Eric Feuerborn et Steve Pejovich vont s'intéresser à la propriété, Aaron Director et Robert Bork au droit de la concurrence. Du côté des juristes, Guido Calabresi portera un intérêt à la responsabilité civile. Bref, lorsque Richard Posner publie une première synthèse avec son célèbre ouvrage L'analyse économique du droit en 1973, la matière telle que nous la connaissons est née. Jusqu'à Posner, les hésitations sont nombreuses. Cherche-t-on à expliquer les fonctions du droit, ses causes, sa nature
ou simplement à étudier les réactions d'individus au droit sur la base d'un postulat de rationalité. Pour Posner, le constat est simple, l'analyse économique du droit doit expliquer les comportements et réactions tant individuels que collectifs vis-à-vis de la règle de droit, mais également expliquer son émergence. Nous verrons dans la vidéo suivante que, sur le plan méthodologique en revanche, deux camps s'affrontent.